Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Multi-21. C'est le retour d'un format vieux de 3 ans qu'on n'avait pas fait depuis au moins 1 an et demi. C'est un débat, il n'y aura pas vraiment de fil, on va juste discuter d'un sujet. Et aujourd'hui, on va parler des courses sprint et des qualifs sprint. Mesdames et messieurs, on va englober les deux. Vous Et oui, verrez ce ne sont pourquoi. pas des courses. Hein. Et non, mais tu verras pourquoi on va parler des courses sprint, mon cher, tu verras. Donc, vous l'avez vu, je suis avec Louis Matelin, qui se permet de prendre la parole lorsqu'il n'est pas invité. Merci Louis, bonjour. Bonjour, je me tairai jusqu'à ce que tu me donnes la parole désormais. Non mais voilà, McLaren a gagné une course, maintenant c'est la fête. Il faudra que tous les 9 ans, hein, pas avant, parce que sinon toi tu vas Putain, ça va être long. Hein. Et nous sommes avec Clyde. Ferrari n'a pas gagné de course depuis 2 ans, donc il se tait et il attend qu'on lui parle. Salut Clyde. J'ai sorti la sulfateuse. Voilà. Alors messieurs, nous allons parler des qualifs sprint édition 2021 et des courses sprint qui arriveront très bientôt pour ravir petits et grands. Non. Clyde, je vais te laisser commencer sur le sujet parce que tu en as assez gros sur la patate et puis on complétera au fur et à mesure parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire et notamment un parallèle avec le football. Vas-y Clyde. Ah oui. Effectivement, c'était depuis que Liberty a racheté la Formule 1, on essaie de valoriser le produit, d'amener de nouveaux publics, ce qui est pas. Il y a eu pas mal de trucs bien de fait. Oui, voilà. Déjà, toute la partie numérique de la Formule 1 était complètement développée, ce qui n'était pas du tout le cas sous Ecclestone, qui est resté franchement à l'âge de pierre là-dessus. On a une bonne chaîne YouTube, on a des choses qui touchent à peu près tous les publics, on a un service de streaming que j'ai pas encore testé sur la F1, qui est très bon, permet de se libérer des chaînes, surtout si on n'a pas envie de débourser 40 € pour une chaîne cryptée dont on connaît la qualité déclinante. Non, mais du coup, maintenant, on en est aussi sur le format des courses, comment essayer d'améliorer les choses. Et on nous a sorti cette idée de la qualification sprint pour remplacer notre bonne vieille séance de qualification du samedi, 1 heure, 3 parties avec des éliminations à la fin de chaque partie. Donc maintenant, au lieu de, on le sait tous, au lieu de faire des tours pour déterminer qui est le plus rapide sur un tour, qui a les plus grosses corones, ou je ne sais quoi, au vert, quand le jour où le W Series fonctionnera. Le jour où Juju Noda arrivera. C'est ça, ouais. Trust the process. On essaie de savoir qui est le plus rapide pour déterminer la grille de départ le dimanche. Maintenant on fait une course, mais la course on l'appelle qualification. Alors c'est vraiment génial. Je pense que ça détruit en fait totalement déjà. C'est une rupture fondamentale dans ce qu'était la Formule 1. Il y a eu des gros changements dans la Formule 1, on pourrait dire que la création du championnat du monde des constructeurs est un gros changement, même si là je pense que c'était plutôt reconnaître la part immense des constructeurs dans ce championnat-là. Dans ce qu'est la Formule 1, oui. C'était quelque chose de logique. Et puis on a eu des changements de format de qualification pendant toute l'histoire. On a même eu un changement de format de course, puisqu'avant on était à 500 km, on est passé à 305. Les qualifications ont encore changé en 2016, mais on est resté sur une qualification sur la vitesse pure sur un tour et une course sur un certain nombre de tours. C'était dans l'idée, même si le format changeait en soi. Exactement, on a toujours un week-end sur 3 jours avec des essais, qui est le plus rapide et maintenant qui est le plus malin dans la course. Et là, on se retrouve avec une course le samedi. Et on se retrouve en fait avec un système un peu comme le GP2 mais en plus long avec maintenant la Formule 2 et en plus maintenant ils en sont à 3 courses. Mais d'avoir une course sprint et une course feature un peu plus longue. Alors, quel est l'intérêt pour la Formule 1 Quelle est la valeur de la pole Pour moi, Verstappen n'est pas en pole. C'est pas une pole. Il n'a pas montré qu'il était le plus rapide sur un tour. Qu'est-ce que Senna aurait fait dans les années 80 si ce Formule a été adopté Ça change, c'est une rupture pour moi radicale dans l'histoire de la Formule 1. Et pour apporter quoi ? C'était amusant effectivement à Silverstone avec Alonso qui a été le seul à faire un pari un peu différent. Oui, ça a été amusant grâce à Alonso et pas en 10 tours. Ça a été amusant, voilà. Exactement, mais sur ce week-end, je suis désolé, ça n'avait aucun intérêt. Aucun intérêt. Et on va le faire une 3e fois au Brésil normalement. Et on ne voit pas l'intérêt. Honnêtement, c'est surtout qu'on ne voit pas la plus-value par rapport à un format des qualifications en Q1, Q2, Q3 qui est quand même relativement excitant.
Louis, avant qu'on développe sur la suite, parce que c'est ça le plus inquiétant, ton avis sur le format actuel qui a été développé par la F1 cette année des qualifs sprint. Oui, en fait, je suis pas 100% d'accord avec Clyde qui nous dit que en gros, voilà, ça vient un peu à l'encontre de ce qu'est la Formule 1, etc. Simplement parce que qu'est-ce qu'est la Formule 1 justement moi j'entends toujours parler, voilà, ça c'est l'ADN de la Formule 1, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est compliqué à dire parce que l'ADN de la Formule 1 il a vachement évolué depuis les années Je suis 50 d'accord, hein. et la création du championnat du monde. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué et Je suis finalement, d'accord. même si ça a 70 ans, ça paraît long. Ça paraît long, mais finalement c'est très court. Qu'est-ce qu'il en sera dans 50 ans? Qu'est-ce qu'il en sera dans 100 ans? Mais Dans il y a quand même 300 ans? certaines choses Euh, qui restent. Et le samedi, comme le jour oui, du tour rapide, de qui est le plus rapide sur un tour, c'est quand même quelque chose qui est assez mais constant. Mais déjà, ce n'est même pas qui est le plus rapide sur un tour, c'est qui va être le plus rapide sur un tour parmi plusieurs runs en Q3 par rapport à ce qui a Oui. été fait avant en Q2, Q1. Donc voilà, moi le changement là, finalement, de rajouter une course le samedi, je suis pas fondamentalement contre. En revanche, effectivement, ce qui me gêne, c'est qu'on nous dit oui, c'est pour le spectacle, ça va être génial. Et non, en fait, depuis le début, on sait que ça va être nul. Enfin, on avait écrit, ou j'avais écrit d'ailleurs, je crois pas que j'avais écrit Tu avec toi, avais Clément, écrit, j'avais on écrit mettra l'article en lien. un article où je prédisais déjà que ces courses sprint allaient être ennuyeuses. Et tu l'as bien dit, à Silverstone, c'était rigolo parce que Fernand Dieu a fait le show comme il sait si bien le faire, voilà. La course sprint d'hier à Monza, enfin d'hier, de samedi, j'étais encore dimanche, moi. La course sprint de samedi à Monza, elle a été intéressante, voilà, 2 tours, le temps que finalement tout le monde que le peloton se décante un peu, que tout le monde se retrouve à la queue leu leu, et puis il ne s'est plus rien passé ensuite. Donc voilà, c'est ennuyeux au possible, et on s'en doutait. Et effectivement, il n'y a aucune plus-value par rapport au format actuel de qualification Q3, Q2, Q1, qui est drôlement intéressant et qui en plus permet d'avoir des surprises. Oui. Parce que voilà, un pilote qui va se faire Absolument. piéger en Q1 va se retrouver en fond de grille. On l'a vu arriver plusieurs fois chez Red Bull, chez Ferrari, notamment Leclerc à Monaco. Voilà, et ça arrive. Et un pilote comme ça qui partirait en fond de grille sur la course sprint, il aurait l'occasion de remonter dans la première partie de la grille pour le départ le dimanche. Et finalement, on enlève de l'incertitude et on n'a pas de spectacle en plus. Donc pour moi, on perd sur les deux tableaux. Et c'est surtout ça qui est important. Alors, je vais essayer d'ordonner mes idées, parce que ça fait un moment qu'on doit en parler, et je vais essayer d'ordonner ça. Déjà, je suis d'accord avec vous deux, même si vous avez des divergences, je suis d'accord avec lui sur le fait que un format n'est pas figé. Moi, je suis totalement pour essayer des choses sur 2 jours. J'ai même très longtemps été, enfin, je suis toujours pour cette espèce de format qu'on va avoir en 2022 avec des châssis qui sont quasiment similaires. Moi, ça m'a jamais intéressé les histoires de technologies différentes. J'ai toujours trouvé que ça n'apportait rien au spectacle et que les nouvelles générations ne seront pas intéressées par ça, mais plus intéressées par une course rendue intéressante par des combats proches et non pas par des artifices, que ce soit en F1 ou en Formule 1. C'est toujours le combat proche qui amène les gens au spectacle. Et en fait, en soi, j'avais rien contre cette qualif sprint. Dans l'idée, au départ, je voulais bien voir, sauf que on nous a dit que c'était pour le spectacle, et tu l'avais très bien anticipé, Louis, ça ne l'est pas. Et puis, comme l'a dit Clyde, ça enlève la nature même de ce qu'est la pole position, qui est le plus rapide sur un tour. Le problème, en fait, c'est que ça fait très longtemps que je le sens, et ça, c'est un truc qui est utilisé dans beaucoup de sports, dans le foot aussi, c'est que ça, c'était qu'un prétexte, en fait, pour moi. La qualif sprint, c'était cette année qu'une excuse pour nous faire avaler cette course du samedi, en fait. Et c'est une méthode qui s'appelle mettre le pied dans la porte, tout simplement. Hop, on coince la porte avec le pied, et puis une fois que c'est fait, on s'engouffre dans la brèche, et là on est parti pour faire accepter tout ce qu'on veut. Puisque de toute façon on n'a pas besoin du retour critique du public, puisque de toute façon on part de l'idée qu'un passionné de F1 ou un passionné de foot, puisque c'est la même chose pour la Coupe du Monde à 48 équipes, à je ne sais combien, va continuer de regarder parce qu'il est accro à son sport de toute façon. On peut se permettre de balancer tout et n'importe quoi. Et on l'a vu avec Rose Brown ce week-end qui, après une qualif sprint du samedi qui a été morne, après des retours des gens sur les réseaux sociaux qui ont été très violents, après un retour des pilotes qui ont dit qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt, lui a dit écoutez, nous on trouve ça génial, les pilotes trouvent ça génial, les fans trouvent ça génial, on va mettre ça plus souvent. Ouais. C'est très et ce qui s'est passé, c'est qu'il voilà, et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est servi d'un petit argument contre
pour engouffrer sa vraie idée. C'est-à-dire qu'il s'est servi du fait que, ah oui, c'est vrai qu'en fait, il faudrait quand même garder la qualification sur un tour pour obtenir la pole position du Grand Prix du dimanche. Et puis, il faudrait aussi ramener plus de points à cette qualif sprint. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait une course du samedi. C'est-à-dire que pour régler le problème qu'on a nous-mêmes créé, au lieu de retirer cette qualif et de tout revenir à la normale, on corrige encore une fois pour arriver à ce qu'on voulait réellement. Et moi, je pense que ce qu'il voulait réellement, c'est un format GP2 dès le départ, c'est-à-dire on fait une qualif le vendredi qui donne la grille du dimanche sur la course longue, et le samedi, on fait une course sprint en grille inversée. Ça y est, Ferrari commence à accepter l'idée de grille inversée. On rappelle que c'était une des 2 écuries avec Mercedes qui avait mis leur veto aux grilles inversées. Et ce week-end, ils viennent de dire pourquoi pas tenter avec des grilles inversées ces courses-là. Et je peux vous le parier que le système de points du GP2 de l'époque, c'est-à-dire avec le samedi, on avait 15, 12, 10 et je ne sais plus combien de points, enfin dégressif, voilà, vous le faites, va arriver sur ces courses-là et qu'on ne va pas le voir et qu'au bout d'un moment, on va nous dire mais vous avez vu ce format, il marche ? Et au lieu de le faire sur 2-3 Grands Prix, on va le faire sur 25 Grands Prix. Et dans 5-6 ans, on aura 25 courses de 2 courses. Donc un Grand Prix, on ne pourra même plus dire ce que ça veut dire, puisqu'en fait, il y aura 2 courses le samedi, il y aura 2 courses dans le week-end. Donc qu'est-ce qu'un Grand Prix, qu'est-ce que voilà. Et tu vas te retrouver avec 50 courses dans la saison. Donc aucune erreur ne vaudra plus rien pour un pilote. On va se retrouver comme en NASCAR, on va se retrouver comme en V8 Supercar, où tu peux faire un abandon dans la saison et ça ne change rien à ton résultat si tu es le plus fort. Jamie Whincup a remporté le V8 Supercar pendant des années en se plantant en plein milieu de la saison parce que de toute façon, il n'y en avait rien à faire. Il y avait tellement de courses qu'il pouvait en gagner 12. Et le problème, c'est que là, on est rentré dans un processus de la part de la FIA de nous faire accepter au forcing ces courses sprint en nous montrant que la qualif sprint ça marche pas et qu'il donc faut faire autrement. Mais au lieu de faire autrement, c'est-à-dire faire des week-ends sur 2 jours avec des qualifications avec un format peut-être différent, avec des courses qui sont plus excitantes parce que les voitures sont plus proches, on met ça en place. Et voilà, et je vais vous laisser en parler, mais voilà, je tenais vraiment à le dire. Moi, je trouve que c'est la suite des choses et qu'on y va tout droit et que c'est vraiment pas une bonne chose pour la F1. Tout à fait, c'est exactement mes inquiétudes aussi. Je pense qu'on est arrivé avec Liberty à essayer de monétiser le plus possible l'ensemble du week-end de Formule 1. On sait très bien que les essais libres, ça les intéresse Absolument pas, ce que je peux comprendre. On sait qu'ils veulent quand même garder un format sur 3 jours. Donc l'idée c'est de bloquer tout. Qualif effectivement le vendredi, une course sprint le samedi et la course feature le dimanche. Et ça va de pair aussi à une autre évolution qui t'inquiète et pour laquelle je suis assez d'accord, c'est l'arrivée des Destination Races. J'allais en parler. Vas-y. Des courses liées à un endroit, un peu comme la Formule 1 en fait. La Formule 1 c'est que ça, c'est-à-dire un Grand Prix de Mexico à Paris avec les belles photos, les belles images au détriment du circuit. On apprend là aussi ces derniers jours que la place de Monaco dans le calendrier n'est pas assurée. Qu'il y a pas mal de Grands Prix historiques qui pourraient sauter, qui ont perdu leur caution Grand Prix historique. On arrive à une évolution de la Formule 1 qui est assez inquiétante, je trouve, où on aurait de plus en plus de Grands Prix, de plus en plus de courses aussi, mais pas forcément plus d'intérêt finalement. Surtout si les voitures ne changent pas, surtout si on a encore des artifices comme le DRS. C'est vraiment une évolution quand même assez inquiétante. Et une espèce de lame de fond qu'on a pu expérimenter ailleurs, je pense, c'est assez général dans le monde, dans la politique aussi, je suis dans l'enseignement et c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter au jour le jour. Une lame de fond en fait qui avance ses pions peu à peu tranquillement jusqu'à ce qu'on arrive au fait accompli. Et on en est un peu là, parce qu'ils savent très bien que les écuries par exemple ne veulent pas de 25 courses dans le calendrier, et les gens vont se retrouver avec 50 courses en fait. Et d'ailleurs, pour compléter, après je vais laisser la parole à Louis. Quand tu dis rentabiliser un week-end, c'est très important. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu vas juste voir le vendredi ou juste le samedi, ça ne vaut pas grand-chose d'aller voir la F1. Si demain on te met une course le samedi, on va pouvoir te faire payer ton billet beaucoup plus cher. Et avec ces Destination Race, donc on rappelle, le principe c'est de mettre que des courses en ville ou proches des centres-villes pour créer tout un package où les gens iraient à la fois faire du tourisme, iraient à la fois prendre des belles photos Instagram autour du circuit et ne viendraient finalement que pour l'événement F1, ce qui est aussi un danger pour les feeder series, mais bon ça c'est encore autre chose. Et donc dans ces cas-là, tu pourrais très bien envisager de ne pas avoir le même public le samedi que le dimanche, donc avoir des gens qui prennent leur passe juste pour la course du samedi
et des gens qui prennent leur passe juste pour la course du dimanche, avec les espèces de vieux cons comme nous qui prendraient juste leur passe pour la course du dimanche, et un nouveau public qui prendrait peut-être sa place pour la course du samedi. Et ce nouveau public, c'est pas, quand je dis nouveau public, c'est pas des jeunes qui arrivent à voir la F1, c'est le public qui arrive par Netflix. Ça n'a rien à voir avec, il y a plein de jeunes qui arrivent par la F1 et qui sont déjà des sales puristes comme nous. Voilà, c'est deux choses différentes. Mais tu pourrais très bien avoir deux publics différents le même week-end et leur donner chacun ce qu'ils veulent et vendre 2 fois plus de billets en fait. Et ça, on rappelle qu'en Europe, les Destination Race qui étaient ciblés il y a 10 ans par Philippe Guardian, c'était Monaco, Monza, Hungaroring et Montemelo parce que c'était à côté de centre-ville. Mais même Monaco aujourd'hui est menacé parce que finalement c'est pas assez grand, c'est pas assez bien. Il en reste plus que 3. Donc voilà sur quoi on va arriver pour la suite. Et tu faisais très bien de parler de l'optimisation de la billetterie de la F1. Louis, est-ce que tu veux rajouter des choses là-dessus? Non, je pense que vous avez été assez complet. Effectivement, on parle de ces courses qualifs, c'était un peu le sujet au début, mais effectivement, on va vers des choses qui sont pas très, qui font un peu peur, qui vont là pour le coup rendre ce sport qu'on aime beaucoup de moins en moins intéressant, je pense. Le fait que, effectivement, tu l'as dit, on va aller vers des centres-villes, vers des circuits pas très intéressants. On l'a vu en Formule 1, ça marche pas. Enfin, tu prends le circuit des Invalides, le public sur les premières éditions était planté derrière des panneaux publicitaires, tu voyais pas la course. Quel est Absolument. l'intérêt de payer ton billet de Formule 1 que tu vas payer 500 balles pour voir un panneau publicitaire pendant 2 heures? Regarde à l'intérêt? Bakou. Regarde à Bakou, où quand t'es à côté du château, tu vois un virage, un bout de ligne droite. Voilà, et Voilà, tu payes ton billet exactement. pour ça. Exactement. Enfin, je veux dire, ça n'aura plus d'intérêt d'aller sur place. En plus de ça, même de regarder à la télé, bah finalement, tu disais, si t'as 50 courses par année, bah tu t'en fous un peu de rater une course quand t'es pilote, tu t'en fous de rater une course, tu t'en fous de te foutre dans le mur ou quoi, parce que tu vas pouvoir rattraper ton retard sur le reste de la saison. Ben, en fait, c'est pareil. Moi, je veux dire, je vais pas passer mes 50 dimanches de l'année à attendre un Grand Prix. Donc, je vais pas voir tous les Grands Prix, puis finalement, je m'en fous parce que si j'en rate 10, de toute manière, il y en a 40 autres derrière que je pourrais regarder. Alors que je me souviens, quand j'étais petit, il y avait peut-être 15 courses par an ou 17 courses par an, et on attendait les Grands Prix avec grande impatience. Il y en avait un toutes les 2-3 semaines. Moi j'étais super excité quand le Grand Prix arrivait. Absolument. Et c'était hors de question de rater le Grand Prix. Et déjà là, il y en a 20 et quelques par an. Ça fait pas beaucoup plus, hein, ça fait 4-5 de plus peut-être. Ouais, je trouve que ça fait beaucoup déjà, hein. Honnêtement, voilà, Ouais, ça fait beaucoup. si j'ai un truc de prévu qui a Grand Prix, c'est pas très grave. Je vais rater le Grand Prix, je m'en fous un Absolument. peu. Et puis, Au pire, je regarderai le résumé sur l'appli F1 TV, et puis ce sera très bien comme ça. Et on va arriver vers ça, finalement, vers un désintérêt, je pense, en tout cas des puristes comme nous, pour le sport. et tu fais très bien de le dire, mais ça, honnêtement, combien de personnes sont capables de suivre en entier aujourd'hui une saison de NASCAR ou de V8 Supercar? D'ailleurs, le V8 Supercar a réduit son nombre de courses conscient de l'audience qui chutait au fur et à mesure de la saison, parce que quand tu avais 4 courses de suite, quel est l'intérêt? Et puis la deuxième chose, c'est aujourd'hui, si on met d'un côté les séries à une course, c'est-à-dire le WEC, la Formule E, l'IndyCar, et d'autre côté les séries à plusieurs courses, genre les feeder series de la F1, F2, F3 et le WTCR, de quel côté il y a le plus d'audience aujourd'hui? Est-ce que c'est du côté où il y a 3 courses par week-end et on peut en louper une, ou est-ce que c'est du côté où il n'y a qu'une seule course et c'est sacré? Voilà, C'est clair. faut aussi. Clair. Voilà, Mais ça fait même la partie aussi du Formule 1, truc. parce Et qu'ils sont en ce moment à faire beaucoup de week-ends à 2 courses, justement, parce qu'il y a eu des destinations qui ont annulé. Moi, la Formule 1, j'ai beaucoup de mal à suivre finalement, parce que je trouve Absolument, qu'il ouais. Depuis un moment, n'y a oui. pas tant de courses que ça, mais je trouve que ça perd un peu de son intérêt parce que c'est 2 fois le même circuit. Je comprends rien à la façon dont la course se fait. Parce qu'en plus ils rajoutent plein d'artifices sensiblement très cool, plein de trucs sur la piste, et les circuits sont inintéressants. Bon, la Formule 1, j'ai essayé un petit peu, comme il y a quelques grands C'était prix très bien au début. qui sont en ligne, mais non, là j'arrête de suivre, quoi. J'ai même pas intérêt. Je suis le VEC assez assidûment, et la Formule 1, le rallye d'une autre façon, quoi. Donc là où il y a un événement qui est fort, qui marque les choses. Et une autre chose, et on revient sur la Destination Race, la Formule 1 ou le VEC, ça court sur de vrais circuits, quoi. Sur des choses qui sont pensées pour faire tourner des voitures autour, pas pour avoir une belle image derrière. L'un n'empêche pas l'autre. Mais Oui, avoir un vrai Bakou est circuit, une ça change réussite, la hein, chose. mais tu l'as dit, et tout ça rentre dans un cadre. En tout cas, on fera un point, je pense, en milieu d'année prochaine,
quand on aura les premières courses à grille inversée, puisque ça va arriver de toute façon, faut pas se leurrer, et on verra si à ce moment-là ils ont choisi de mettre ce fameux barème. Mais honnêtement, voilà, on le voit venir gros comme une maison, et j'espère qu'il va y avoir une levée de bouclier des fans de l'année prochaine, parce que c'est pas possible de laisser Ross Brown continuer de débiter ses bêtises à la télé et de nous dire que c'est formidable alors que sur les réseaux sociaux c'est un tollé. Je suis même pas sûr qu'il y croit, c'est voilà. juste qu'il a pas le choix. Mais voilà, non, mais c'est la méthode FIFA, c'est tu vends ton produit jusqu'au bout, jusqu'au déni. Et de toute façon, tu vas le passer en force. Donc, comme il n'y a pas de démocratie, c'est pas grave. Tu peux le passer en force et dire que les gens sont contents. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Merci, messieurs, d'avoir fait. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit débat comme ça. Ça fait très plaisir quand même. Il y a juste un autre truc libre que j'aimerais rajouter. Vas-y. Alonso a dit quelque chose d'hyper intéressant là-dessus, sur les qualifications. Tu parlais d'un parallèle football, je pense que tu parlais. Tout ce que dit Fernando Alonso est super intéressant. Bien sûr. En général, ouais. Ici, nous écoutons la parole d'évangile. En général, ouais. Mais là, c'était vraiment bien pensé, je trouve. Tu faisais le parallèle avec le foot, la FIFA qui avance en force surtout, mais il a fait un autre parallèle avec le foot. On se plaint en Formule 1 du spectacle. C'est une chose qui est récurrent. Quand j'ai commencé la Formule 1, je me souviens des dessins de Fiesman qui montraient que le dimanche c'était juste une procession. Et moi, c'était pas forcément l'impression que j'en avais. Moi, je suis très aussi dans le côté stratégique, contrairement peut-être à Clément, je suis aussi beaucoup le côté technique, ça me passionne énormément. Mais en tout cas, cette discussion sur le format du week-end, sur comment rendre les courses plus intéressantes, on l'a depuis très longtemps. Et Alonso disait, après le Grand Prix d'Italie, le foot, on a 300 matchs par an qui sont totalement inintéressants, qui se finissent par 0-0. On n'a pas une réunion le lundi pour essayer de changer tout le format, pour se dire qu'on va faire 10 minutes sans le goal ou je ne sais quoi. Pourquoi est-ce qu'en Formule 1, chaque lundi, c'est le même truc ? Alors qu'en plus, on a des courses intéressantes. C'est juste incroyable, la capacité d'autoflagellation des responsables et des fans aussi de Formule 1 à de dénigrer leur produit en disant que c'est pas intéressant, alors qu'il l'est. Il a tout pour être intéressant. On a juste un petit twitch à faire pour rendre les voitures capables de mieux se suivre, virer cet artifice qui est le DRS, ou en tout cas l'utiliser de façon plus intelligente. Je pense que le DRS, ça doit pas être sur des endroits prédéfinis, ça doit être 180 secondes par course, et au pilote de s'en servir le mieux possible. Un peu comme le push-to-pass en IndyCar. Un peu comme le push-to-pass. Mais voilà, arrêtons tous les lundis de dénigrer le produit, alors même qu'on a eu une course intéressante et excitante, avec du drama, avec une histoire, un Ricciardo qui arrive à donner sa première victoire à McLaren depuis 9 ans. Et ça, on en a quand même régulièrement. C'est pas la sieste tous les dimanches. On a des moments de course où c'est un peu la sieste et des moments où ça s'anime quand même. Mais même sans ça, effectivement, tu as des courses stratégiques qui sont passionnantes, notamment les duels à chaque fois entre Verstappen et Hamilton cette année ont été passionnants quasiment à chaque course. Et même quand on a effectivement un Verstappen qui mène toute la course, mais avec un Hamilton qui va essayer des stratégies différentes derrière, qui va se rapprocher, qui va essayer de faire l'undercut. Mais je tremble à chaque fois pendant ces courses-là. Et à la fin, je me balade sur les forums, dans les commentaires sur Motorsport, etc. Et je vois des dizaines et des dizaines de commentaires qui disent « Oh là là, c'était la sieste, on s'était fait chier. » Bah oui, effectivement, il n'y a pas eu 400 dépassements. Mais si tu connaissais un peu le sport, si tu connaissais un peu l'intérêt de la Formule 1 et que tu avais suivi un peu ce qui s'était passé, tu saurais que non, c'était pas du tout ennuyeux. Ça, c'est la liberté d'éduquer les fans. Il le disait en 2000, en 90, en 80. La sieste, c'est vraiment... quand j'ai commencé à regarder la Formule 1, mes grands-parents me disaient « Ah oui, tu vas faire la sieste, quoi. » C'était en 2000. Il y a ça et c'est mieux avant. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'avait dit à la fin de la saison 2013, quand on avait vécu 2009, 2012 et 2013 à la suite, quoi, qui nous avait dit la F1 c'était mieux avant dans les années 2000. Ah oui, quand Schumacher était champion au mois de juillet, c'était vachement bien. Voilà, c'était donc voilà. Enfin bref, on a dérivé, messieurs, mais c'était très intéressant. Merci à vous deux sur ce sujet. J'étais très content qu'on parle des Destination Race. Merci Clyde, j'y pensais plus et puis mais pour moi c'est lié, ça m'a fait tilt. C'est absolument lié, mais c'est la stratégie de Liberty et d'autres, voilà. Et puis messieurs, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de Mutant 21. Salut. À bientôt. À la prochaine et abonnez-vous, bande de moules.